Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir pour ce troisième rendez-vous des filières consacrées donc à la laine, en particulier les laines françaises. Je vous rappelle que cette initiative est organisée en partenariat entre donc Made in Town, que je représente, Paris Good Fashion, ainsi que l'Institut français de la mode, que nous remercions puisqu'il nous accueille ici ce soir. La règle du jeu est assez simple. Nous avons ce soir 3 invités, enfin 2 et demi puisque nous en attendons toujours une troisième, Julie Lou Dubreuil, qui nous rejoindra dans quelques minutes, on espère. Nous vous engageons également à poser des questions. Nous avons ici quelques éléments qui sont présentés, que vous pourrez venir découvrir peut-être après la séance, et qu'on vous montrera aussi pendant. Voilà, donc ce soir, nous avons donc 3 invités. Olivia Bertrand, qui est cofondatrice de Laine Paysanne. Jean-Paul Roux, président de l'OES Mouton Vendéen, qui nous expliquera ce qu'est un OES. Julie Lou Dubreuil, qui devrait donc arriver, bergère et cofondatrice des Bergers Urbains. Je les remercie beaucoup d'être là ce soir pour venir partager avec nous un peu leur univers. Le principe de ces rendez-vous de filière, c'est de pouvoir donner la parole très à l'amont de la filière parfois. Là, on est, je crois, vraiment tout au début. Nous avons déjà eu plusieurs séances sur le feutre ou le tissage. Nous avons encore d'autres séances prévues prochainement autour de la filature, notamment, et plus tard de la maille. Mais donc là, nous sommes vraiment tout à l'amont avec l'élevage et la manière dont on doit ou dont on peut tirer le meilleur parti des laines qui sont donc sur nos moutons. Pour rappel également, l'initiative globale que nous portons et qui donc nous a amené à vouloir nous intéresser au terrain et à comprendre un peu les différents points de vue, c'est une initiative qui vise à faire renaître un petit peu les filières de laine françaises, puisqu'aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons beaucoup de moutons en France, quasiment 7 millions, une très grande partie de la laine qui est pourtant tondue chaque année pour le bien-être de ces animaux, au moins une fois par an, en fait, n'est quasiment pas valorisée sur nos territoires. Elle a très très peu de valeur ici en France, et donc on assiste, on porte un mouvement de valorisation. Certains, comme par exemple Olivia Bertrand, avec Laine Paysanne, sont engagés depuis des années dans cette valorisation. Vous voyez ici de très beaux produits. Et donc, Olivia, peut-être je t'invite à me rejoindre et peut-être à nous expliquer comment est venu ce projet de Laine Paysanne. Bonsoir. Si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire. Je n'ai pas trop l'habitude du micro. Alors, moi, je suis la cofondatrice donc, avec Paul, qui est mon compagnon, de Laine Paysanne. Donc, à la base, on a monté ce projet parce que moi, j'ai une formation plutôt dans le tissage. Et lui, il est éleveur de moutons. On est dans les Pyrénées. Donc, il élève des brebis tarasconnaises qui sont des brebis transhumantes, en bio, en plein air intégral, etc. Et il est déjà dans une démarche de vente directe et de valorisation des productions du troupeau. Donc ça lui intéressait de mettre en place une valorisation de sa laine. Donc on a commencé comme ça, expérimenter des transformations. C'était pratique d'avoir un éleveur sous la main qui était très engagé, avec lequel on pouvait faire des tests. Et ensuite, on a élargi à plusieurs éleveurs. Donc là, maintenant, on travaille avec une douzaine d'éleveurs, principalement en Ariège. Donc l'Ariège, c'est vraiment dans les Pyrénées, plein sud de Toulouse. Donc on travaille avec des éleveurs ariégeois et quelques départements alentours. L'idée étant de pouvoir valoriser plusieurs races, plusieurs couleurs naturelles et plusieurs qualités de laine. Sachant que notre démarche est d'avoir une traçabilité, mais aussi d'avoir une expertise sur la matière pour que chaque type de laine trouve une valorisation qui soit adaptée. Ça, c'est un parti pris très important au départ.
Donc aujourd'hui, on se rend pendant la tonte chez les éleveurs pour trier la laine au fur et à mesure qu'elle est tondue. Donc toutes les toisons passent dans nos mains une par une pour vraiment sélectionner les meilleures qualités et les couleurs naturelles. Ce qui fait que dans les quelques produits que je vous ai ramenés, et c'est vraiment, enfin, c'est à l'image du reste de la gamme, il n'y a pas du tout de teinture. On est vraiment que sur les couleurs naturelles des moutons. Voilà. Donc cette façon de s'organiser nous permet d'avoir toute la traçabilité par troupeau, ce qui veut dire que pour chaque vêtement ou chaque article, on sait exactement de quel troupeau vient la laine. Donc on a développé une gamme plutôt maille en prêt-à-porter accessoires. On est une toute petite marque, hein, c'est vraiment tout petit, on a quelques modèles. Et ensuite on a développé aussi une gamme tissée, en partie donc tissée main par une coopérative d'insertion sociale et en partie tissée chez nous dans nos ateliers pour le tapis. Voilà, donc on emmène nos laines dans un lavage qui est situé en Haute-Loire, qui est le dernier lavage semi-industriel français en fonctionnement, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on travaille avec une filature et un tricotage du Tarn. Donc c'est le département voisin de chez nous, donc on est tout très en local, toute la filière est structurée à 350 km autour de chez nous. Voilà, pour la présentation de laine paysanne. Est-ce que ce projet, ça vous a mis, enfin, ça a pris combien de temps en fait pour de l'idée à l'origine jusqu'à avoir déjà un produit réalisé avec ces laines ça a mis assez peu de temps dans la mesure où on était deux fondateurs impliqués déjà dans l'élevage et déjà dans la transformation. Donc on savait déjà ce que c'était que d'aller trier de la laine, etc. On va dire que c'est une dizaine d'années de tâtonnement et on est toujours dans l'expérimentation. C'est pas pour décourager du tout, mais ça demande de la formation, beaucoup sur le tas, parce qu'il y a 10 ans, il n'existait pas grand-chose. Hein. Donc c'est beaucoup d'interconnaissances, beaucoup de rencontres, et puis aussi le temps de construire les relations avec les éleveurs. Ça se fait pas du jour au lendemain. Au début, un éleveur il nous voit débarquer dans une bergerie et dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec la laine qui ne vaut strictement rien. Donc voilà, c'est des process qui prennent du temps. Et selon nous, c'est aussi des équilibres qui se trouvent un peu avec de la confiance et l'habitude de travailler ensemble. Donc ça a mis plusieurs années. Voilà. Et quelles ont été, grosso modo, les étapes Là, on a vu quelques images de la tonte, le tri. Quels sont les points de difficulté ou qu'il a fallu améliorer pour pouvoir arriver à un résultat satisfaisant ? Alors, au départ, il y a vraiment eu un gros travail sur la qualité de la laine, c'est-à-dire trouver les bons éleveurs qui étaient ouverts à l'idée de collaborer et de faire toute une démarche autour de la qualité. Donc ça a été un gros travail. Après, il y a aujourd'hui suffisamment d'éleveurs motivés pour faire des choses. Donc ça a été aussi mettre en place les bonnes organisations de travail, parce que c'est beaucoup de logistique. Donc ça a été un gros point. Trouver aussi les bonnes laines pour les bons types de produits, ou plutôt les bons types de produits en fonction des laines qu'on avait. Et aujourd'hui, on est confronté à un point crucial qui est la commercialisation, clairement. Voilà, là on passe de l'amont. Maintenant, en termes d'outils de production, on est à peu près bien. On sait à peu près ce qu'on peut faire. Mais par contre, il faut arriver à vendre tout ça et ça demande de faire beaucoup de pédagogie sur le produit. Les clients ne connaissent pas forcément bien cette matière-là. On est quand même sur des laines de pays qui sont des laines cardées, donc avec une certaine rusticité. On a de la pédagogie à faire sur le prix aussi, parce que toute cette logistique, elle a un coût. Et puis l'enjeu de se faire connaître. C'est très bien de faire des super projets dans nos montagnes, mais si personne n'est au courant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, on est sur tous ces enjeux-là, d'être en même temps au four et au moulin, de gérer la prod et la bonne qualité, et la commercialisation, la com, et tout ça. Enfin, de gérer un peu tout en même temps. Surtout quand on n'est pas trop du milieu au départ. Alors si je reviens sur la commercialisation, la bonne nouvelle c'est que vous êtes en ce moment à Paris avec un pop-up store près de Bastille, c'est ça ? Ouais, on est au 7 rue Saint-Sabin, on a ouvert un petit local de créateurs ce soir même, c'est l'inauguration. Donc si après la conférence vous voulez passer boire un coup, vous êtes les bienvenus. Et sur les étapes de transformation, je reviens là-dessus, oui. Quelles sont les futures étapes qui sont à améliorer ? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration possibles ? Comment est-ce que vous appréhendez avec le groupement d'éleveurs cette facette du métier ? Je dirais qu'il y a une histoire d'optimisation de la logistique et d'amélioration des qualités aussi. Donc en termes d'organisation, il y a toute une partie sur l'organisation de la récolte de la laine qui est très importante. Après, si on veut aller plus loin, il y a aussi un travail à faire autour de la sélection lainière. C'est peut-être un point qui sera abordé ensuite.
C'est pas le premier point par lequel on a commencé parce qu'il y avait d'autres choses à mettre en place avant, mais c'est vrai que ça, ce serait une piste d'amélioration pour améliorer les qualités. Et ensuite, il y a un enjeu fort qui est autour des étapes suivantes, c'est-à-dire d'arriver à coordonner tout ce qui va être production, les bons partenariats avec les bonnes entreprises. Ça, c'est aussi important. En termes de quantité, vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce que vous arrivez à transformer? Alors aujourd'hui, on valorise 5 tonnes de laine triée, sachant que quand on se rend sur un chantier de tonte, on va donc garder que le meilleur. Et donc, ça va être entre 50 et 70% de la production du troupeau. Donc voilà, on a quasiment 10 tonnes de laine qui nous passent dans les mains chaque année pour en garder 5 tonnes. Sachant qu'au lavage, ensuite, on va perdre entre 50 et 40%, 40 et 50% du poids en fonction des qualités de laine. Donc voilà, au final, ça représente à peu près 3 tonnes de fil dans différentes qualités. Et ces étapes de tri, elles portent sur quel type de sélection? Qui les fait? Qui les réalise? Est-ce que vous avez réussi à former les éleveurs pour le faire? Est-ce que les tondeurs participent? Comment racontez-nous un petit peu comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'il y a tout un travail de concertation au-delà de la formation qui vient après. Il y a des éleveurs sensibilisés qui sont prêts à s'investir. C'est souvent des éleveurs qui vont transformer eux-mêmes, comme j'imagine les bergers urbains qui sont directement impliqués dans la valorisation de leur propre laine. Nous, on travaille avec des éleveurs qui nous vendent la laine. Mais il y a un travail de concertation à faire avec eux sur le mode d'élevage en amont, la date de tonte, de façon à ce que la laine soit de meilleure qualité possible, la date d'agnelage va rentrer en compte, etc. Ensuite, il y a l'histoire de l'organisation du chantier. Où est-ce qu'on va se mettre avec notre table de tri? Parce qu'on a une table de tri donc à claire-voie qui va permettre de faire tomber une partie des végétaux, les moins belles qualités, etc. Donc il faut se placer correctement dans la bergerie pour ne pas gêner la circulation des bêtes. On ramasse les toisons au pied des tondeurs au fur et à mesure que la laine est tondue, de façon à ce qu'elle ne traîne pas dans la paille, enfin qu'elle soit la plus propre possible. Donc tout ça, ça demande un vrai travail de concertation avec eux, aussi bien les éleveurs que les tondeurs. C'est un peu une chorégraphie pendant le chantier de tonte. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, chacun est à sa place, il faut attraper la toison pendant que l'attrapeur amène une brebis. Donc c'est vraiment en fait une espèce de grande danse où faut pas se gêner, chacun puisse travailler correctement. Donc c'est assez intéressant en termes de réseau et en termes de, des différents savoir-faire qui sont réunis finalement autour de cette matière-là. Ensuite, il y a aussi la façon de tondre qui va être déterminante pour la qualité de la laine. Donc il va falloir qu'au maximum, la toison soit tondue en un seul morceau, si possible. Qu'on évite les fausses coupes, c'est-à-dire les repasses, qu'on coupe 2 fois dans la mèche, parce qu'on va avoir besoin de longueur pour une qualité fil, par exemple. Donc il y a tout ça qui va rentrer en compte. Et ensuite, le tri, à proprement parler, va nous demander déjà de définir des critères de tri en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Donc, si on veut une qualité fil ou si on veut une qualité literie, on n'aura pas forcément les mêmes critères. Mais globalement, on va essayer d'avoir donc des lots homogènes avec des qualités les plus similaires possibles. Donc, on va enlever les fibres qui sont trop courtes, soit qui sont jaunes, soit qui sont feutrées. Les végétaux, c'est un gros problème sur les laines françaises. C'est en grande partie pour ça qu'on est présent sur les chantiers de tonte. C'est pour enlever les parties qui sont souillées par les végétaux. On va dire que c'est l'ennemi principal de la laine pour l'habillement, du moins, ça c'est clair. Et puis nous, on est sur des systèmes transhumants, ça veut dire que les bêtes sont marquées à la peinture, donc il va falloir aussi enlever les peintures. Alors c'est pas en fait très compliqué d'un point de vue technique, il faut juste connaître les bases pour pouvoir faire un bon travail derrière. Sinon, on va se retrouver avec un pull qui va être plein de paille, plein de petites étoiles bleues partout parce que la peinture se sera éclatée dans les cardes, aura donc abîmé le matériel, donc le filateur ne sera pas très content. Donc en fait, je pense qu'un enjeu vraiment central, c'est la concertation entre les éleveurs et les transformateurs, et ça d'arriver à avoir une vision aussi bien au niveau des contraintes d'élevage que des contraintes de transformation derrière, pour faire le lien entre tout ça. C'est vraiment, en tout cas nous, ce qu'on vit et ce qu'on met en place au fur et à mesure. Au-delà de la gamme, très jolie gamme de produits que vous proposez à partir des fils, est-ce qu'il y a d'autres valorisations possibles? Il y a beaucoup de déchets, beaucoup de tri. Est-ce qu'il y a d'autres valorisations auxquelles vous avez pensé ou qui sont envisageables ou que vous avez déjà appliquées? Alors nous, on est vraiment sur la maille. On a des laines assez polyvalentes sur nos territoires, donc qui nous permettent de faire de la maille. Et après, on valorise aussi des qualités de laine qui sont très très peu valorisées. C'est la laine des brebis laitières. Manège et basco-béarnaise
pour les citer. Donc, ce sont des races pyrénéennes qui sont sur des toisons très ouvertes avec beaucoup de poils. Les négociants, pour le marché international, ne la ramassent même plus. Alors que ce sont en fait des laines qui sont extrêmement grossières, donc effectivement qui ne sont pas adaptées à de l'habillement, mais qui vont être très solides, qui vont avoir beaucoup de tenue et un certain cachet pour notamment de l'ameublement. Donc on fait des tapis avec. Voilà. Après, la literie est aussi un débouché qui permet de valoriser pas mal de quantités et des qualités de laine plus courtes aussi que celles qui sont requises pour du fil. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir à la base une expertise sur sa matière pour pouvoir estimer quels sont les débouchés intéressants derrière. Voilà. Merci Olivia. Jean-Paul, on va peut-être vous passer la parole pour que déjà, dans un premier temps, vous nous expliquiez qu'est-ce qu'est un OES, organisme entreprise de sélection. Bien, bonsoir. Donc Jean-Paul Roux, je suis tout d'abord éleveur. Je suis éleveur en sud de Vendée, dans la baie de l'Aiguillon, avec 400 brebis et 100 vaches allaitantes sur une ferme de 270 hectares sur les conservatoires du littoral. Je suis président de l'OS Mouton Vendéen, effectivement. Donc Mouton Vendéen, c'est bien une race, comme les 56 races qu'on a en France. L'OES, c'est un organisme et entreprise de sélection. C'est là qu'en fait, on fait la sélection des animaux pour chercher les caractères dont on souhaite pour la production et la reproduction de nos brebis. Donc il y a des organisations nationales, hein, puisque je suis vice-président de Races de France, c'est là où on gère toute la sélection au travers les organismes de sélection. Et puis France Génétique Élevage, c'est toute la génétique ovine, au vin lait, au vin viande, et c'est là aussi où on discute des caractères de nos races. La génétique, c'est pas un gros mot, hein, c'est juste de la sélection, comment sélectionner des caractères qui nous intéressent pour la production, mais aussi, ça rentre aussi, la laine peut rentrer comme critère de sélection. Donc peut-être qu'on peut rappeler qu'en France, comme dans la plus grande partie de l'Europe, les races sont élevées pour leur viande, pour leur lait, et plus du tout pour leur laine depuis déjà de grandes décennies. Mais vous avez, je crois, remis en marche la surveillance des laines pour pouvoir mesurer leur amélioration. Racontez-nous. Oui, c'est ça. Donc déjà, effectivement, il y a quelques années, avec un expert lainier, on a souhaité travailler sur la laine. On a voulu éviter la laine jarreuse. Donc on a travaillé parmi les différents critères qui nous intéressent pour la production. On a aussi voulu travailler sur la laine, effectivement. On a plutôt bien abouti. Aujourd'hui, on a quelque chose quand on fait des concours laine sur les animaux, par exemple au salon de l'agriculture, on est généralement dans le top 3 des races lainières. Pour aujourd'hui valoriser cette laine, je reconnais qu'on n'a pas été jusqu'au bout, et c'est la raison quand quand Pascal vous avez présenté ça au travers la Fédération nationale ovine, on s'est interrogé, on s'est dit nous race mouton vendéen, déjà on est une race, on est très local, on a un bassin qui est sur la zone Pays de Loire, Poitou-Charentes. Rien qu'en Vendée, on a 30 000 brebis et pratiquement 85% sont de race mouton vendéen. Donc c'est ce qui nous intéressait, c'était aussi une typicité, un territoire et une race. On s'est dit qu'on avait peut-être une chance de pouvoir valoriser ce territoire au travers la laine. Et donc on n'en est qu'au balbutiement de la laine, effectivement. On a mis quelques échantillons de laine à l'expertise pour voir comment on pouvait avancer. Vous avez lancé cette analyse des laines depuis combien de temps ? Là, c'est tout récent, hein, le travail qu'on fait actuellement. Donc, comme je disais, on commence juste, on va regarder quel intérêt peut avoir notre laine auprès des utilisateurs. Et ensuite, on va travailler. C'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit l'organisme de sélection qui fasse ce travail-là, puisqu'elle est en contact avec l'ensemble des éleveurs de la race. Et ensuite, c'est nous qui aurons un message d'ordre auprès des éleveurs pour les accompagner sur justement comment
on trie la laine à la tonte. Quel type de laine? Parce qu'effectivement, il y a les brebis qui sont restées en bergerie et il y a les brebis qui ont passé tout l'hiver dehors. On n'a pas du tout la même qualité de laine. Effectivement, quand on a une brebis qui a passé tout l'hiver dehors et qu'au printemps, aux premières chaleurs, on va tondre la brebis, c'est là qu'on a des très belles laines et qui effectivement sont plus propres que celles qui ont resté en bergerie. Donc c'est pas forcément l'ensemble des brebis de la race, mais ce sera répertorier les lots pour avoir des laines de qualité, quoi. D'accord, donc le type d'élevage influe évidemment sur la qualité de la laine. Oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que actuellement, effectivement, on n'a pas porté notre intérêt sur la laine et c'est un cheminement qui fait que aujourd'hui on tond, on met ça dans les sacs et on ne cherche pas à savoir que devient la laine une fois sortie de l'exploitation. C'est ce qui fait qu'on a des laines qui n'ont pratiquement pas de valeur, quoi. Il nous faut 2 fois le prix. Il nous faut la tonte nous coûte 2 fois le prix de la laine sur une brebis. Donc clairement, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on veut essayer de retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de faire un tri. On sait très bien qu'il y a quelques années où la laine valait le double de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Les éleveurs faisaient un peu attention à ce qu'ils mettaient dans le sac, quoi. En s'entretenant avec des experts lainiers, on m'a appris que le caractère lainier était un des caractères les plus faciles à transmettre de la brebis, de génération en génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça s'applique à cette race? Est-ce que vous avez assez de recul là-dessus? Oui, je pense que ça dépend d'où on part, hein. Toutes les races ont plus ou moins de laine jarreuse. Et je pense que pour certaines, ça va être plus compliqué que d'autres d'aller à une laine de très bonne qualité. Ceci étant, c'est un travail comme gérer la productivité d'une brebis, comme gérer la valeur laitière. Et c'est une multitude de caractères. On ne peut pas tout sélectionner sur un seul caractère. On ne pourrait pas tout sélectionner sur la laine. On a déjà fait plein de travail sur les autres caractères. Mais moi, je pense qu'une bonne race, c'est une race qui n'a pas de gros défauts et de grosses qualités. C'est une race qui s'adapte un petit peu dans tous les milieux et qui permet d'avoir une recherche sur l'ensemble des caractères, y compris la laine. Comment est-ce que c'est perçu par l'ensemble des éleveurs? C'est une démarche qui est assez nouvelle. Il y a peu aujourd'hui de groupes. Si on met à l'écart peut-être les éleveurs de mérinos dans la région d'Arles, mais sinon, pour la plupart des races françaises, il n'y a pas vraiment une vraie valorisation, une attention que les éleveurs portent. Donc là, vous allez pouvoir les aider autour de vous à améliorer cette race. Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que c'est... Oui, c'est l'organisation de sélection qui va insuffler l'orientation, hein, clairement. Parce qu'en fait, un organisme de sélection, il a pas l'ensemble des brebis de la race. C'est un noyau qui en fait, ensuite diffuse ses reproducteurs sur l'ensemble des troupeaux. Et donc, c'est ces animaux-là qui auront été sélectionnés pour aller dans d'autres troupeaux. Et donc, si on fait une recherche sur les caractères laine de ces animaux-là, ensuite on diffusera les béliers dans les autres élevages qui amélioreront leur laine avec ces animaux qui auront été dont on aura cherché le caractère laine. Très bien, merci beaucoup Jean-Paul. Peut-être on peut maintenant accueillir Julie Lou. On va garder les questions pour tout à l'heure si vous voulez bien. Bienvenue. Merci. Donc Julie, vous êtes bergère. C'est ça. Et cofondatrice de Berger Urbain. Alors, Jean-Paul, vous nous parliez de territoire, la Vendée. Vous, Julie, vous êtes sur un tout autre territoire, qui est un vrai territoire urbain. Vous n'êtes pas très loin ici, dans le 93. C'est ça. Racontez-nous un peu Berger Urbain et comment est né le projet. Alors, depuis 2012, on a commencé avec un troupeau de moutons dans Saint-Denis. Ensuite, petit à petit, on est parti vers Villetaneuse et là, on s'est installé au parc de la Courneuve. Donc, on a à disposition 400 hectares. Et dans toute notre histoire d'élevage, on s'est petit à petit orienté vers la Bleu du Maine.
qui était en fait parce que toutes les races dites rustiques, on voyait que ça allait pas très bien au niveau de la santé des moutons, parce qu'en fait le cocktail d'herbes qu'il y a sur l'Île-de-France est vraiment trop riche. Du coup, les brebis ont un métabolisme qui tourne à plein régime et ça fatigue beaucoup. Donc, il a fallu qu'on aille chercher des races un peu de plaines, riches, etc. Et il y avait une petite histoire sur la Bleu du Maine qui nous plaisait bien, qui disait que, en général, c'était des petits effectifs qui étaient souvent mis dans les vergers. Et les vergers, en général, c'est des endroits assez riches. Donc, on s'est dit que ça correspondrait très bien à l'Île-de-France. Et il faut savoir qu'il y a une race aussi qui s'appelle Île-de-France, mais qui nous a pas du tout plu parce que c'est pas trop une bonne marcheuse. Donc voilà, et comme nous on fait beaucoup, on garde en parcours libre, donc les brebis sont en liberté et gardées par des bergers en permanence. Voilà, et ça c'est en ville. Et bien, donc il fallait des bonnes marcheuses. Donc voilà. C'est un système de garde qui n'est pas très répandu parce que la plupart du temps, les gens gèrent les moutons en parc avec des rotations plus ou moins rapides. Chose que l'on pratique aussi, mais qui est plus... nous, on préfère la garde en liberté parce que, notamment, ça permet aux brebis de choisir leur menu et notamment de se soigner toutes seules. Vous pouvez nous expliquer ça Ouais, c'est-à-dire que les brebis savent se soigner quand elles ont un problème, notamment il y a des histoires de parasitisme dans le ventre, etc. Elles sont souvent sensibles à ce genre de choses. Et dès qu'on les enferme dans un parc, elles sont, suivant la composition de l'herbe dans le parc, et suivant la saison, et suivant plein de facteurs, elles vont remanger là où elles ont déféqué. Résultat, il y a un cycle de parasites qui se met en place avec les œufs, etc. dans l'herbe. Et plus elles mangent près du sol, et plus elles se parasitent. Et bon, ça va jusqu'à la mort. Quand les brebis ont le choix et une biodiversité devant elles, elles vont réguler, elles vont aller manger des feuilles d'arbres, elles vont aller manger des plantes un peu toxiques, elles vont se débrouiller pour rester en belle forme. À nous ensuite de surveiller assez régulièrement si tout se passe bien grâce à des coproscopies. Enfin, voilà. C'est un peu notre... voilà. Et tout ça, on l'a découvert avec des essais, des erreurs. On a tout appris sur le tas et j'aime bien dire que c'est les brebis qui nous ont appris notre métier. Voilà. Et donc, là, Berger Urbain va augmenter son cheptel parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'hectares. On essaye de nouvelles méthodes de garde, de nouvelles méthodes de rotation de parc aussi. Et on espère pouvoir avoir des quantités dignes d'Olivia dans laine, en viande. Voilà. Puis bon, un jour peut-être le lait, mais ça, c'est pas tout de suite. C'est vraiment trop difficile à mettre en place pour l'instant. Comment vous est venue cette envie, puisque je crois que vous êtes architecte de formation, qu'est-ce qui vous a donné envie tout à coup de vous lancer dans l'élevage ? J'ai envie de dire qu'on ne choisit pas vraiment, c'est une sorte de hasard de la vie. En fait, j'ai rencontré l'agriculture urbaine on m'a demandé de venir construire vite fait, là, en urgence, une bergerie pour 8 moutons. J'ai découvert l'agriculture urbaine alors que ce n'était pas du tout mon domaine. J'étais vraiment dans le BTP, je coulais du béton à longueur de journée. Mais je viens du sud-ouest et j'ai vraiment une habitude de bien manger. Et ça faisait longtemps que je gagnais bien ma vie, je allais tout le temps à la Biocoop, mais j'étais de plus en plus frustrée par le goût des aliments que je mangeais. Et me confronter à l'élevage, puis aussi parce que quand on a du fumier, on se met à faire du jardinage et du coup, voilà. Et j'ai retrouvé des goûts que j'avais perdus et que j'avais classés dans le classeur Madeleine de Proust. Donc, du coup, ça m'a redonné espoir sur le goût des aliments et retrouver le goût de cuisiner des beaux produits. Et voilà. Et par exemple, moi, je me confronte tout le temps, quand j'essaye de vendre la viande de mes moutons, à la réflexion classique d'un consommateur moyen français qui est « Oui, mais moi, je ne mange pas de mouton parce que ça a trop fort goût. Non, j'aime pas trop. L'agneau, ça passe. » Ils disent toujours ça passe. Je déteste quand ils disent ça passe. C'est hyper bon l'agneau. et du coup, ça me frustre. Et quand je vois et je compare le goût de ces animaux qui sont 100% à l'herbe, même les vieilles brebis, elles sont très bonnes.
Il n'y a pas de mauvais goût. C'est vraiment... voilà, et en général, quand je fais goûter notre viande à des gens qui sont pas du tout convaincus au départ ou qui ne mangent jamais de mouton, et ben en général ils font ah oui mais ça c'est de l'agneau. Non ça c'est de la vieille réforme de 6 ans et en fait ils se rendent même pas compte que la viande est tellement douce quand les animaux sont à 100% à l'herbe, et ça c'est un message que j'essaye de faire passer au maximum, surtout que la viande de mouton en termes d'écologie, d'entretien des paysages, c'est hyper important, c'est un animal tellement important pour l'ensemble du paysage français. Donc il faut maintenir ces animaux dans l'herbe au maximum et redécouvrir ce goût de cette viande qui est peu chère à produire en grande quantité, et vraiment pour moi c'est un super animal, quoi. Donc en plus la laine, parce que c'est quand même notre sujet de ce soir. Mais avant d'aborder la laine, moi je me demande quand même, il y a un très fort paradoxe à voir ces animaux en pleine ville. Quel est leur rôle dans une ville ? Ben, déjà, je pense que notre premier travail, et pour lequel on est payé aujourd'hui au maximum, c'est la sensibilisation. Donc c'est pour ça que voilà, hein, c'est assez parlant. Avec voilà, on a 25 moutons là qui ont fait le tour de Paris à pied, et ils ont fait un buzz incroyable, et c'est hyper important. Les gens redécouvrent cet animal. Ils découvrent que c'est sympa un mouton et c'est déjà un premier pas. Et ensuite, il y aura plein d'autres pas à poursuivre. Voilà. Et après, nous, on considère que la ville est un écosystème. Il y a aussi des écosystèmes naturels en ville. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de moutons pour les entretenir. C'est hyper important, ne serait-ce que juste pour qu'ils fassent caca partout et que ça nourrisse les insectes et que ça fasse revenir les oiseaux et les chauves-souris et tout ça. Enfin bon, et que l'agriculture n'est pas antinomique avec la protection de la nature, loin de là. Et justement, on espère qu'il y ait plus d'études faites par le musée d'histoire naturelle, etc., pour prouver vraiment scientifiquement quel est l'impact de je ne sais pas combien de moutons sur je ne sais pas combien d'hectares, ou même en ville on parle de mètres carrés, et qu'est-ce que ça apporte en termes de biodiversité, d'entretien, parce qu'une tondeuse, ça ne fertilise pas les prairies, quoi. Donc il y a un rapport entre le mouton et la prairie qui est millénaire, voire on se demande si le mouton il n'est pas fait pour la prairie. Enfin, c'est vraiment ça. Ils font partie du même écosystème, c'est des alliés en fait, l'herbe de la prairie et le mouton, et les ruminants en général. Et donc c'est toutes les pelouses et toutes les prairies et les espaces ouverts de la ville ont besoin de moutons, sinon il leur manque un élément dans leur écosystème. Donc il faut vraiment ramener ces animaux là où partout où il y a de la prairie, il faut remettre des moutons dessus, quoi. Et vis-à-vis des gens qui vivent en ville, quelles sont les réactions ? Qu'est-ce que... Ah bah c'est ce qui fait notre cœur de métier, c'est que voilà, c'est le troupeau de moutons, ça a tout de suite, il y a un vide qui se fait dans la ville, tout le monde est hyper pressé, hyper nerveux, et puis quand le troupeau passe, slow motion, tout le monde est au ralenti, ça sort les portables, ça fait des selfies, ça sourit, ça parle. Et comme je dis souvent, Paris est très supportable avec un troupeau de moutons. Donc cet été, vous avez effectivement organisé une transhumance dans Paris, autour de Paris. Le Grand Paris. Le Grand Paris. 144 km, 12 jours, et autant d'étapes. Et on a fini au pied de la Tour Eiffel et au Trocadéro et aux Invalides. Bon, mon grand regret, c'est de ne pas avoir fini à pied et de rentrer en Seine-Saint-Denis à pied, mais bon, voilà. Pour une première fois, c'était pas mal parce qu'on a cassé déjà pas mal d'autorisation préfectorale, tout ça. Ça a déjà été un énorme boulot pour mettre en place ça pour une première année. Et on espère aller plus loin et continuer surtout et promouvoir l'élevage mouvant et itinérant. Donc on comprend que l'enjeu pour vous, ça va bien au-delà de juste tondre ou entretenir les parcs parisiens ou de la ville, mais c'est aussi un enjeu donc de pédagogie,
pour resensibiliser Nous on cherche pas forcément la pédagogie. Hein. La pédagogie, enfin, je veux dire, les gens, ils voient le troupeau de moutons, s'ils se posent des questions, il y a Wikipédia, je crois que tout est dit là-dessus. Enfin, on va pas faire des leçons et des cours là-dessus, quoi. Mais ça leur provoque, enfin, c'est une expérience sensible, en fait, que les gens vivent, comment dire, un émerveillement au coin de la rue, parce que souvent, ils s'y attendent pas du tout, et ça les arrête, vraiment, c'est pas mal à voir. Mais nous, on se considère vraiment comme des éleveurs, et on refuse le terme d'éco-pâturage, puisque le pâturage, le pastoralisme, c'est déjà très écologique. C'est pas la peine de rajouter éco, ou alors ça veut dire qu'il y a une arnaque quelque part. Donc nous, on fait pas d'éco-pâturage ou d'éco-pastoralisme. Et puis le lien, surtout, il faut faire le lien toujours avec les éleveurs qui ont les pratiques à la campagne, essayer de les promouvoir. Mais ça sera dans une autre étape, pouvoir faire des liens rural-urbain. Et parce que voilà, nous, on essaye de faire de la pédagogie, comme je disais, sur le goût de la viande, sur la laine, sur tout ça, quoi. Voilà. Alors la laine, justement, parlons-en. Votre troupeau, c'est combien de... Là, aujourd'hui, on est à 70 têtes. Donc en termes de laine, ça représente... Ça représente... Non, mais c'est toujours difficile de demander le nombre. Parce qu'il y a les agneaux ne les tombent pas. Donc les adultes, il doit y avoir une 45 toisons, un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, en fait, donc l'élevage en partie, et là, on a une cellule de recherche et développement dans l'association Clinamen. Donc, c'est elle aujourd'hui qui cherche à qu'est-ce qu'on va faire de cette laine et comment ça se fait. Mais c'est comme la viande, hein, c'est une expertise qu'on va monter petit à petit en rencontrant des gens, en essayant de réfléchir à ce problème. Et pour l'instant, c'était un déchet. On ne pouvait pas la transformer, déjà parce qu'on n'a pas le temps, hein, nous-mêmes. Alors là, voilà, on avait un peu de main-d'œuvre, on est au bord du canal de Saint-Denis, il y a des enfants dans le froid. Vous faites travailler les enfants ? Voilà, on aime bien faire travailler les enfants. Mais aussi, hein, c'est eux qui réclament. Moi, j'y peux rien. Je dis, non, tu n'as pas le droit de travailler. Ça ne dit pas, un enfant. Enfin. Et du coup, voilà, tout le monde participe. Et puis surtout, ce qui est intéressant en Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Notamment, j'ai beaucoup eu d'aide des Berbères et des Kabyles, où toutes les femmes ont une tradition, ont déjà manipulé les outils de transformation de la laine. Et donc, elles me montrent avec grand plaisir comment on carde, comment on fait des tapis, comment... voilà, et il suffit de leur mettre les outils dans les mains et elle me montre et des choses. Et elle raconte plein d'histoires autour de la laine. Donc on s'est un peu basé sur ça. Là, on a eu l'aide à un moment donné. On a reçu des élèves de l'école Boulle qui ont voulu fabriquer les outils. C'était leur diplôme de fin d'année. Ils ont voulu développer des outils participatifs pour qu'on puisse traiter nous-mêmes la laine lavée, sécher, carder, etc., avec tout le monde. Donc là, c'est sur le problème de l'essorage. Donc ils ont inventé des sortes de skis où on se met face à face et en se coordonnant les pieds, on écrase la laine doucement sans la choquer et ça essore la laine. Donc voilà, tous ces outils sont encore utilisés lors d'ateliers laine pour montrer, parce qu'il y a des gens qui ont envie de voir comment ça se transforme, mais donc on n'est pas du tout, on est sur des outils hors normes, hein, qui ont été réinventés par les designers de l'école Boulle. Donc ça a été un premier partenariat. Ensuite, on a travaillé avec une designeuse textile qui s'appelle Wibke Oman, qui a essayé de trouver des débouchés et qui a commencé une première expertise sur la qualité intrinsèque de notre laine,
avec ses problématiques de végétaux, ce qui lui sortait par les yeux, etc. Le plus gros problème à l'époque dans notre troupeau, c'est qu'on avait essayé toutes les races possibles, hein. Texel, Charmoise, Île-de-France, on avait des restes de Tony Marteau, on avait de la Limousine, on avait la Bleu du Maine qui commençait à arriver. Résultat, quand elle faisait les lots, on avait 2 pauvres sacs, enfin je parle de petits sacs de 10 litres, hein, 2 sacs de Charmoise, 3 sacs de machin, enfin, et elle s'en sortait plus par rapport au tri de la laine, donc on a compris qu'il fallait à un moment donné choisir. Bon, mais c'était notre histoire aussi, donc on cherchait la race qu'on préférait, qui était le mieux adapté. Donc voilà, mais les petites quantités sont un problème pour la transformation de la laine, parce que quand on est sur des petites quantités, en fait, en gros, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était une première étape. Ensuite, voilà, puis on est resté comme ça un petit peu, on jetait la laine. Alors il y avait les jardiniers de l'association qui régulièrement le prenaient comme paillage. Et puis c'était un déchet, quoi. Mais avec toujours le plaisir de trouver, c'était un moment de fête au niveau de la tonte, avec les tondeurs qui viennent du Lot-et-Garonne, et toujours un plaisir d'avoir ce moment un peu festif. Donc ça, c'était, voilà. Et puis un jour, on a rencontré Tina, qui est là-bas dans la salle, et qui a bien voulu prendre en charge cette partie de développement, recherche et développement. Et puis elle a dit, bingo, moi ça m'intéresse, elle est tisserande de formation. Et elle a accompagné notre laine, elle a tout récupéré. Elle a fait un premier tri juste après la tonte. Elle a tout récupéré et on a commencé à rentrer dans la filière laine française un peu artisanale d'aujourd'hui, quoi. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'expertise d'Olivia, qui a eu un premier regard et avec l'étape de tri des toisons. Ensuite, c'est parti à Agneau, à la filature Cibada laine, où là, ça s'est fait laver. Où aussi, il y a eu des expertises avec des gens qui ont parlé autour de la laine, etc. C'était très important. Et puis que surtout Tina recueille ces témoignages, c'était important. Et ensuite, c'est parti à Terrade, à la filature, où là, ils ont fini par la filer. Alors, on a plein d'échantillons, parce qu'il faut qu'on voit aussi ce qui va plaire aux gens, parce que c'est une laine qui est rustique quand même. Alors, avec une belle qualité de gonflant, mais bon, c'est quand même, on est sur un premier essai. On espère bien s'améliorer l'année prochaine. Et puis de s'améliorer. Et puis après, il faudrait qu'on refasse une conférence dans 2-3 ans pour savoir qu'est-ce qu'on est devenu avec cette laine. Et voilà, puis on a donc, cette année, on a 97 kilos de laine. Et juste pour info, on a calculé ça cet après-midi. La laine a fait 3453 kilomètres. Voilà. C'est plus long qu'une transhumance. C'est clairement plus long que la transhumance. Mais voilà, il faut aller chercher les savoir-faire où ils sont. Et s'ils sont en Ariège ou au sud de Toulouse, il faut y aller. Et puis après, on s'améliorera au fur et à mesure. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a cette question du lavage de la laine qui est vraiment problématique, qui aujourd'hui absorbe tout pour partir en Chine. Voilà, les normes européennes font que pour les laveries, il ne faut pas les rejeter dans les cours d'eau. La lanoline, qui est donc une graisse qui est présente dans les toisons et qui fait que les moutons n'ont pas de nœuds dans les cheveux ni de parasites. Cette lanoline se dilue très très bien dans l'eau. Du coup, imaginez de l'eau de lavage, elle est pleine de graisse qui ne flotte pas. Donc pour la récupérer, c'est très compliqué. Et du coup, il faut des centrifugeuses. Les normes européennes empêchent de rejeter cette eau graisseuse dans les cours d'eau. Et il faudrait vraiment que si on voulait recentraliser des stations de lavage aux normes, etc., il faudrait des investissements assez lourds. Et je pense que là, il faudrait justement qu'il y ait une grosse intérêt de la part des éleveurs, de la part de tout le monde, de la part des produits textiles, que voilà, on voudrait une grosse laverie en France qui puisse correspondre à ce qu'on a besoin aujourd'hui, quoi. Voilà, parce que ou alors, mais non, c'est interdit non plus. On peut pas répartir sur tout le territoire. On sera obligé de faire une grosse usine aux normes, quoi. Voilà. Bien, et rendez-vous dans quelques années alors pour une nouvelle conférence autour de tout ça. Si vous voulez voir après, il y a Tina qui a quelques pelotes qu'on a fait là. Voilà, si vous voulez voir un peu. Super. Le temps des questions est venu. Est-ce que
Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Je pense que ça a sans doute déclenché quelques interrogations auprès de vous. Juste une question peut-être un peu naïve, mais vous allez vers la laine pour le faire filer. C'est que pour le tricotage ou c'est destiné, c'est quel titrage, quel est son circuit de distribution actuel, ou qu'est-ce que vous imaginez comme ouverture pour la suite? C'est ça. Alors nous, on rentre vraiment dans les considérations techniques. Pour la maille, on utilise du 2,78. C'est-à-dire on part d'un fil qui fait 7800 mètres par kilo, et on en met 2 ensemble, ou 3. Mais voilà, en gros, c'est du 2,78. Et ça, donc voilà, c'est ça pour la maille. Après, je sais pas. Alors évidemment, les laines françaises peuvent être De utilisées huit. dans plein de cas. On a parlé de tapis notamment. Donc non, bien sûr, ça va bien au-delà de simplement l'usage en maille. C'est ce que Laine Paysanne a choisi un peu comme produit de départ. Mais vous vous êtes mis à faire du tapis plus récemment. Donc on peut réaliser plein de choses. On a eu une première séance en septembre sur la thématique du feutre, donc qui est aussi, grâce aux propriétés de feutrabilité de la laine, un très bon débouché. Et dans notre matériothèque qui rassemble des laines françaises que nous mettons donc à disposition des marques et des créateurs designers qui le souhaitent, nous avons également des draps de laine foulonnés, donc en tissage. Pour répondre peut-être à la taille des fils, effectivement, on est à peu près, c'est la finesse qu'on peut atteindre, c'est à peu près du 1,10 en fil cardé, puisque nous n'avons plus la possibilité en France de faire de la filature peignée, qui nous permettrait peut-être d'arriver à des finesses, à des titrages plus bas. Bonjour. Juste une question un peu basique peut-être, mais vos activités, c'est très très intéressant, mais ça me semble très marginal, si on va dire, par rapport aux 7 millions de moutons qu'on a en France apparemment en total. Combien de cette laine est-ce que vous avez peut-être un chiffre là-dessus sur combien on utilise vraiment de cette laine-là, ou est-ce que alors oui, pour vous répondre, en fait, aujourd'hui, sur les laines françaises, effectivement, la plus grande majorité est exportée sans aucune transformation sur le territoire. À peu près 80%. En 2018, nous avions 5300 tonnes qui ont été exportées sans aucune valorisation. Et l'usage principal, en fait, des laines restante se fait soit pour une exportation lavée. Il faut savoir que la laine française est de très bonne renommée au Japon, où elle est utilisée dans l'assemblage de futons. Et le reste est transformé sur le territoire, au travers d'initiatives très locales, souvent, comme quelques-unes que nous avons ici en exemple, d'autres un peu plus structurées depuis plus longtemps. Ardelaine, par exemple, en Ardèche, qui a fait un petit peu école. La seule race qui est bien valorisée, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le Mérinos d'Arles, où là, les éleveurs sont rétribués au-delà du coût de tonte, puisque cette laine, effectivement, c'est également, elle correspond au standard des laines que nous importons d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs. Et voilà, donc aujourd'hui, on considère qu'on est à moins de 4% de la laine française traitée sur le territoire. Et effectivement, vous avez raison, le seul moyen d'arriver sur des quantités et de pouvoir rétablir un prix un peu plus juste pour les éleveurs, ça va être de transformer en quantité, donc de manière plus industrielle, et donc d'encourager les industriels restants.
et peut-être de nouveaux projets également, mais pas tellement des projets seulement, je dirais, artisanaux, parce qu'assez vite, le marché se sature avec des produits qui sont relativement similaires, mais bien entendu en développant des projets plus industriels. On est assez engagé dans cette voie, et une grande partie de la raison de l'organisation de ces conférences aujourd'hui, c'est de pouvoir, dans un lieu comme l'Institut français de la mode, trouver une voie, faire entendre des points de vue qui, justement, pourraient retrouver un écho auprès de l'industrie, auprès des marques. Voilà. Mais c'était surtout pour comprendre, en fait, si on la jette en grande quantité, ou parce que bon, si elle est exportée et puis retransformée en quelque chose, c'est déjà quelque chose, plutôt que la brûler parce qu'on a une surproduction énorme et tout ça. Alors, brûler la laine, c'est interdit par la c'est législation. Ça peut arriver quand même, on pense. Je disais ça dans le sens destruction, enfin général, qu'on a une surproduction parce qu'on veut que le lait ou la viande ou je sais pas quoi, et donc la laine, elle est détruite à la fin. Non, elle n'est pas détruite, elle est vendue, mais on ne sait pas ce qu'elle devient, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de visibilité sur ce que ça devient par la suite. La filière laine, qui a été un des fleurons de la production française mondiale, c'est-à-dire que c'était la ville de Roubaix qui donnait le cours mondial de la laine. C'est-à-dire que la laine australienne est passée par Roubaix, elle se faisait tamponner pour la qualité, on lui donnait un prix et après elle repartait partout dans le monde. C'était vraiment incroyable, on est allé très très haut, mais en même temps on a détruit tous nos savoir-faire artisanaux. Du coup, avec toute cette diversité, parce que ce qui est intéressant, à mon avis, dans les petites productions, même si pour valoriser la grande quantité, c'est super bien d'avoir des industries, mais il n'empêche qu'il y a des petites productions qui permettent de garder une grande diversité de savoir-faire. Et c'est hyper important parce que c'est comme une bibliothèque. Si on ne lisait pas les livres de cette bibliothèque, voilà. Et le savoir-faire artisanal, ça ne se fait pas dans un livre, ça se fait en le faisant et en se transmettant les savoir-faire. Donc c'est pour ça que c'est hyper complémentaire. C'est vraiment le discours qu'on tient ensemble, c'est de dire que les petites structures sont aussi importantes que les grosses. Et on ne se chevauche pas, il n'y a pas de concurrence, voilà. Mais c'est surtout par rapport à ça. Et parce que c'est comme un musée vivant, en fait. Et puis en plus, il n'y a pas de déchets, parce que la laine, c'est un matériau écologique. Donc il suffit de la laisser dans un coin, elle va se décomposer toute seule, sans abîmer la nature. Et c'est ça qui est chouette quand même. Oui, en fait, moi, je suis de la région de Béziers et je me rappelle quand j'étais jeune, enfin, ça fait un certain temps, des camions qui montaient plein de peaux de moutons et qui allaient se faire laver à Castres-Mazamet. Des camions entiers de peaux de moutons qui montaient. Et qu'est-ce qui est devenu tout ce pays? Enfin, je me rappelle, il y a 20 ans, j'allais acheter de la laine, enfin des très beaux tissus à la Bastide-Roux, qui maintenant est devenu un village fantôme. Et où est parti tout ce savoir-faire de cette région? Alors là, vous faites allusion à une industrie qui n'est pas tout à fait celle de la laine, mais celle du délainage. Donc là, jusqu'à présent, on parle beaucoup de laine, mais par rapport aux laines de tonte, oui. Donc sur le mouton vivant. Là, vous faites allusion à ce qu'on fait des peaux de moutons une fois qu'on les a tués. Donc c'est vrai que Mazamet était le centre mondial du délainage jusqu'en 1970 à peu près. Après quoi, cela périclite, puisque les moutons étant pour la laine principalement à l'étranger et la main-d'œuvre moins coûteuse ailleurs, évidemment, l'industrie s'est déplacée plus proche des moutons en Chine aujourd'hui, qui centralise tout le délainage. Voilà. Et puis, j'ai une autre question justement sur les urbains, c'est que, pareil, dans la région du Languedoc-Roussillon, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup, dans tout ce qui est la Provence, pour qu'on ne remet pas des moutons pour préserver la nature, plutôt que de laisser flamber des trucs. Et s'il y a des moutons, c'est entretenu. Moi, j'ai une maison en pleine garrigue, et l'hiver, je joue à la chèvre, je vais arrêter les petits pains, parce qu'il n'y a plus de moutons qui viennent les manger.
Ouais, là c'est un autre problème, hein, mais c'est pour ça notamment qu'il y a toute une réflexion autour de l'éco-pâturage. Je vous donne un exemple, c'est Volvic qui voulait protéger ces plateaux où ils captent les eaux pour l'eau de Volvic, hein, et ils ont demandé aux éleveurs, parce que ça commençait à s'enfricher, hein, la forêt commençait à pousser sur ces endroits, et évidemment un arbre pompe plus d'eau qu'un brin d'herbe quand même, donc eux ça les intéressait quand même qu'il n'y ait pas de forêt sur ce plateau. Donc, ils sont allés voir gentiment les éleveurs alentours. S'il vous plaît, messieurs, prenez donc nos terrains pour nourrir vos moutons. Et les éleveurs, désolé, c'est plus du tout estampillé cette affaire. On n'a pas le droit à la PAC dessus. Nous, notre économie est liée aux subventions européennes. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller prendre comme ça des hectares et des hectares avec tout le boulot que ça demande. Hein, parce qu'un mouton qui broute, ça suffit pas. Il y a la fauche, il y a faucher les refus derrière. Une prairie, ça s'entretient. C'est pas, tiens, je mets 3 moutons et hop, il y a les clôtures à entretenir. Enfin bon. Donc, ils n'ont trouvé aucun éleveur. Alors, ils ont été obligés de faire des emplois. Et oui, parce qu'un mouton tout seul, ça ne sert à rien, hein, un mouton tout seul. Un mouton, s'il n'est pas accompagné d'hommes qui s'en occupent et de son environnement, ça ne marche pas. Donc, quand on voit que dans certains trucs de distribution, on voit que les éleveurs sont payés 2,50 € la carcasse d'agneau, et c'est ça qui devrait les faire vivre, et les mecs, ils ne peuvent pas. Enfin, je veux dire, c'est mathématique. Donc, s'ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas s'occuper des animaux. Ils peuvent, le plus simple est de les mettre en bâtiment, donc, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis qu'être dans la nature et avec des moutons, c'est un vrai métier, et ça demande beaucoup de temps. Garder les moutons comme on fait aujourd'hui. Heureusement qu'on est à Paris et qu'il y a des gens qui se relaient, etc. Parce que sinon, on ne pourrait pas. Ou avant que ça soit du sacrifice total. Mais bon, c'est ce modèle économique que, par ailleurs, on est en train de chercher aussi autour du mouton. C'est comment on vit avec des moutons. Et c'est pas une histoire très jolie avec des petites fleurs. C'est la France qui est en train de s'enfricher. Et c'est des services écosystémiques qui ne sont toujours pas rémunérés auprès des agriculteurs. Et on n'arrive pas à les chiffrer à leur juste valeur. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu tout ça qui est derrière les moutons qui disparaissent de partout. Et les gens sont toujours un petit peu outrés de devoir payer pour la présence des moutons. Enfin, mais ils ont besoin de manger, bah oui. Et en fait, si vous reprenez, j'aime bien faire un truc militant. C'est le début du capitalisme, en fait, cette histoire de moutons qui broutent ou qui broutent pas. C'est-à-dire qu'avant, les gens ont laissé les moutons aller partout, ce qu'on appelait le droit d'usage, le droit de veine pâture. Ils avaient le droit d'aller partout tant qu'on n'avait pas mis une clôture à 1 mètre. Et les bergers amenaient les animaux se nourrir, et en même temps, ils entretenaient les grands espaces ouverts. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais attends, ces mecs-là, ils pourraient payer pour la ressource d'herbe qu'on leur propose. Donc, ils ont mis des clôtures. Et ils ont essayé de faire payer les gens pour venir pâturer en leur disant vos moutons ont besoin de pâturer et donc vous allez payer. Et c'est le début des enclosures, c'est le début du capitalisme, etc. Et parce qu'on est dans un système de la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est le mouton qui a besoin de brouter de l'herbe ou est-ce que c'est le propriétaire du terrain qui a besoin que ça ne s'enfriche pas? Il n'y a pas de réponse. Merci Julie. Bonjour, Anne Lormy, Union des industries textiles. Sur cette histoire justement de l'entretien des terrains, il y a eu des expérimentations qui ont été menées à Ouessant, avec les moutons de Ouessant notamment, et des travaux avec l'Institut de géoarchitecture, où justement ils regardaient comment ça se passait, la cohabitation entre l'habitant, l'agriculteur, le mouton, et ils ont fait un jeu de rôle pour expliquer aux habitants, aux élèves, etc., qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas un travail conjoint qui est fait sur le territoire, quoi. Voilà, donc il y a eu effectivement des choses de fait là-dessus. Je voulais juste revenir sur le point qui était abordé par Pascal sur l'importation en Chine, enfin l'exportation. C'est lié au lavage, en fait. On ne l'a pas expliqué, mais c'est parce que le lavage se fait en Chine, en fait, que la laine est exportée là-bas. Et après, la traçabilité se fait sur les laines qui sont réimportées pour les vendre au Japon, sur le futon. Mais sur les autres, il y a toute cette problématique du mélange des laines, des types de laines, etc., qui fait qu'on a
encore petite quantité, plein de races différentes, qui fait qu'après c'est mélangé et effectivement il n'y a plus de suivi de traçabilité parce qu'elle n'est pas réexploitée derrière. Voilà. J'ai une question justement sur cette laverie du Gévaudan. Aujourd'hui, cette laverie, elle est saturée parce qu'il y a trop de demandes ou en fait, elle est en survie pour continuer à vivre? Non, en fait, elle n'est pas du tout en saturation, au contraire. Loin de là, ils sont à 2-3 jours de travail par semaine maximum. On a fait un rapide calcul, mais de toute façon, ils ont une capacité qui, effectivement, est semi-industrielle par rapport aux grandes laveries qu'on a connues précédemment. Mais quand même, on arriverait presque à laver une dizaine de % de la laine française s'ils travaillaient en 3-8 toute l'année. Donc, ça serait déjà ça. Mais là, c'est vraiment pas encore le cas. Puisque, comme je vous disais, on n'est pas encore à ce stade de transformation et qu'une partie des laines transformées sont plutôt lavées dans des lavages dans les pays limitrophes, notamment la Belgique, l'Espagne ou l'Italie. Et une autre question sur cette laverie, pardon, c'est toujours moi. Je voulais juste savoir en quoi cette laverie n'est pas adaptée justement aux petites unités. Alors en fait, le lavage du Gévaudan, c'est ce qu'on appelle un léviathan, c'est-à-dire que c'est un système, une unité de lavage en continu, avec une série de bacs qui sont tous reliés les uns aux autres. Donc la laine va passer d'un bac à l'autre, de l'eau chaude à l'eau froide, en passant par des systèmes de rouleaux qui vont les essorer entre. Ça reste semi-industriel, c'est-à-dire que c'est adapté pour des lots qui font idéalement entre 200 kg, 1 tonne, 2 tonnes, plusieurs tonnes. Mais en dessous de 50 kg, il va y avoir trop de pertes de morceaux de laine qui vont s'accrocher, qui vont se mélanger avec les lots précédents, etc. Donc il y a un prix qui est dégressif. Déjà en termes de coût de transformation, plus on a de volume de laine, de poids, moins c'est cher. Mais il y a aussi une histoire de contraintes, de gestion des lots, etc. C'est des outils qui ne sont pas forcément adaptés à des tout petits lots. C'est-à-dire que si effectivement on veut laver 20 kilos, c'est certainement le type de problème auquel vous avez été confronté, le sac de ceci, le sac de cela, avec 10-20 kilos à chaque fois, ça ne va pas aller. Par contre, il existe des lavages en France, quelques-uns, qui sont des systèmes en discontinu, c'est-à-dire beaucoup plus artisanaux, avec un bac de trempage, un bac de rinçage et ensuite un essorage. Ça demande beaucoup plus de manutention, les coûts sont plus élevés, mais on peut laver une toison, 10 toisons. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'informer pour connaître la complémentarité des outils et aller vers les outils qui sont les plus adaptés en fonction du projet. On peut peut-être rajouter aussi qu'il y a plusieurs types de lavage. On n'utilise pas forcément que de l'eau et du savon. C'est le cas du lavage du Gévaudan. Il est d'ailleurs labellisé GOTS. Donc on peut y laver de manière écologique des laines, mais aujourd'hui l'industrie préfère un autre type de lavage qu'on appelle carbonisage, qui consiste à faire passer la laine dans des bains d'acide pour pouvoir vraiment nettoyer au mieux notamment toutes ces impuretés qui sont issues des végétaux. Oui, moi je vais plutôt faire une réflexion en fait à partir de ce que j'ai entendu là, mais que je vois ailleurs. Je suis plutôt dans la sociologie depuis un certain nombre d'années, la sociologie de l'observation de tout ce qui se passe autour du fil et qui a eu pendant des années a fait surgir le loisir créatif en fait, puisque toutes les filières industrielles avaient disparu, mais il y a eu quand même une demande liée à une société qui changeait et qui avait envie de pratiquer des activités qui autrefois étaient rémunératrices ou se faisaient au sein du foyer, étaient utilitaires, uniquement pour le plaisir de faire. Et on a vu quand même un énorme marché surgir là, qui existe encore et qui change. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se remettent, par exemple, de votre génération au tricot, qui avait absolument disparu. Tous les magasins de laine avaient disparu. Or, il y a des salons maintenant, moi j'en ai fait un certain nombre, où on voit des petits producteurs de laine artisanale de très bonne qualité. La question, c'est que je pense que c'est un mouvement de société derrière, en fait, qui est lié à l'écologie. Mais quand il faut reconstituer des filières qui ont disparu,
je veux dire, ça va prendre du temps. Je ne sais pas. Et puis, est-ce que le modèle va être rentable? Enfin, à qui va-t-on vendre des pulls en laine alors que tout le monde vit avec de la polaire? Enfin, moi, j'adore ça, hein, personnellement. Mais c'est plein de questions, quoi. Voilà. Alors justement, pour rebondir sur cette question, est-ce qu'il y a des formations qui sont remises sur le terrain, puisqu'on a perdu finalement tout un savoir-faire, toutes nos industries, nos filatures. Moi, j'en ai connu il y a 20 ans, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler. Et donc, on a perdu les outils, on a perdu le savoir-faire. Comment on fait maintenant? Est-ce qu'il y a le gouvernement qui est porteur aussi là-dessus, justement pour recréer toute une filière, pour aider à reformer toute une génération? Non, moi je pense que si on crée la demande, on y apportera tout ce qu'on veut. Si la demande elle est là, les éleveurs ils se mettront à trier la laine. Parce que ce sera une chaîne qui fera que le prix sera intéressant pour tout le monde. L'erreur qu'on a faite, je pense, c'est qu'on a standardisé la laine à un moment donné et on a mis tout dans les mêmes sacs et on n'avait plus une laine avec un territoire, une typicité, une marque ou pouvoir identifier telle ou telle laine. Je pense que si on se met, et je pense que c'est un peu l'origine de ce genre de réunion, c'est que de se côtoyer ensemble et dire qui est-ce qui a besoin l'un de l'autre. Je pense qu'on a tous besoin les uns des autres. Et si on crée cette demande de Made in France, je pense c'est pas un problème de mettre la compétence, c'est pas un problème de mettre les éleveurs à trier la laine. Et je pense que c'est là le début du débat, quoi. Enfin, on peut quand même signaler que, par exemple, à l'INRA, les recherches sur la laine ont été abandonnées il y a quelques années. Effectivement, on est un peu en perdition de connaissances et de savoir-faire autour de la laine. Oui, bonsoir, Marlène Augereau, COS 361. Donc, juste pour répondre dans cette question, qui va vouloir porter de la laine après? Parce qu'aujourd'hui, on est tous habillés en polaire. Je pense que notre génération, on est vraiment en train de chercher de développer des nouveaux produits en matière première qui soient une matière intéressante, donc grosso modo la matière naturelle, matière animale, des nouvelles fibres. Et du coup, je vois vraiment beaucoup de startups et beaucoup de marques qui souhaitent développer en France, mais en fait, ils sont revenus, ils ne trouvent plus toute la filière ici. Et en fait, bon, ce que vous faites, Pascal, aujourd'hui, mais en tout cas, la demande existe. Donc, notamment des marques comme Dao, Atelier Truffry, qui aujourd'hui souhaitent et que du coup, ils sont revenus, ils se sont rendus compte qu'une partie de la filière n'était plus là. Et donc, en fait, il va falloir donc reconstituer toute cette filière, mais la demande, elle existe, elle est latente, elle est là. Et notamment, bon, il y a dans la salle Xavier Brice, qui en fait, elle forme des gens dans le tricotage aussi. Je sais pas, Xavier, mais il y a, par exemple, avant, il y a encore 2 ans, il y avait plus de tout des formations dans le tricotage, etc. Et il y a des écoles qui commencent notamment à créer ce type de formation parce que les gens cherchent ça et parce que on souhaite recommencer avec toute cette nouvelle activité et la recréer. Mais donc, il va falloir tout recréer, en fait. En fait, nous, donc, je disais presque 7 ou 8 ans que notre troupeau existe, 7 ou 8 ans qu'on a alerté les gens sur Paris, hein, des gens comme vous, sur venez expérimenter avec nous pour vous intéresser à la laine avant le tricot. Pas grand monde. Et quand tu essayes une fois de laver même 20 kilos de laine à la main, et qu'il faut aller chercher au fond de la cuve de la laine toute mouillée pour la ressortir et la rincer, etc. Et quand tu fais tout à la main, t'arrêtes. Et en fait, ça n'intéressait personne. Tout ce qui se passe avant le fil, ça n'intéresse personne. Or, la qualité de la laine, elle est là. Elle est avant le fil. Et en tant qu'éleveur, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est le 26 avril, on va tondre les moutons. Et je propose une expérimentation inédite à Paris, c'est que tout le monde vient et on va nettoyer le troupeau avant de le tondre.
les bardanes, les petites pailles, on va les souffler, je sais pas, on va essayer d'être inventif. Une manière de nettoyer les moutons avant de se faire tondre et surtout pas les tremper, enfin après précieusement porter les toisons dans l'écuron avant qu'ils se prennent une feuille morte ou je sais pas quoi. Voilà, venez vous voir déjà en tant que professionnel qu'est-ce que c'est que la qualité de la laine en amont du produit que vous avez l'habitude de travailler en tricotant, etc. Parce que le tricot, finalement, bon, voilà. Mais le tri, c'est très compliqué quand vous êtes devant une toison de moutons. Allez savoir, ah oui, là, je crois que celle-là, elle est mieux que là, enfin, et mettre de côté, tri, etc. Le tri, c'est super important. Et ensuite, le cardage, enfin, tout ça. C'est vraiment... moi, je vous invite vraiment à venir découvrir toutes les étapes avant le fil pour recomprendre et redécouvrir cette matière. Parce qu'une des manières de la valoriser au mieux, de se réapproprier les savoirs ancestraux pour les repasser dans le futur et que ça corresponde à des besoins de demain, c'est vous qui allez trouver les solutions, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous invite à venir trier et de nettoyer les moutons de l'association. C'est pas loin, c'est à 3 stations de RER dans le parc de la Georges Valbon. Voilà, renseignez-vous sur le site internet. Merci Julie Lou. Je pense qu'on peut peut-être... Ah, encore une toute dernière question alors, avant de peut-être échanger tous ensemble en direct. Bonsoir, moi Catherine, ancienne tisseuse. Je voulais parler de la formation justement. La seule formation que moi j'avais trouvée, c'était les arts déco. Donc c'est très élitiste. École sur concours, entrée sur concours, et puis une fois qu'on sort, on fait quoi? Donc on travaille dans des usines textiles qui travaillent pour le capitalisme. On est bien d'accord. Donc de toute façon, non mais on retombe tout le temps dans les mêmes trucs. Et en fait, les fils qu'on utilise aux arts déco sont très beaux. Et quand on arrive chez les tisseurs, c'est des mélanges qui sont achetés, qui viennent de Chine, qui viennent de je ne sais où, qui viennent d'Italie, mais on sait bien d'où ça vient aussi. C'est que des remélanges. Il y a peu de matière naturelle dedans, ou de moins en moins. On cherche beaucoup de choses qui brillent. Ça fait aussi partie de la mode. Et en fin de compte, au niveau formation, on est très bloqué, à moins d'avoir envie d'avoir son métier à tisser à la maison. Mais il faut déjà trouver la laine. La bonne laine qu'on voudra tisser. Et l'autre question que je voulais poser, c'était où est-ce qu'on trouve les laines dont vous parlez depuis le début? Où est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui concrètement? Chez qui? Où? Merci. Alors, en ce qui concerne nos laines, on a nos flyers ici. Donc, on a une boutique en ligne où c'est tout à fait possible de commander. Où, voilà, on est sur Paris en ce moment, au 7 rue Saint-Sabin. Je donnerai la parole à Julie ensuite pour parler de ces laines. Juste, je voulais revenir aussi sur la formation. Il y a un réseau très important autour de la laine qui réunit beaucoup d'éleveurs et beaucoup de transformateurs. Ça s'appelle Atelier Laine d'Europe. Donc, Atelier Laine d'Europe, c'est vraiment un très gros réseau, aussi bien français qu'européen, qui, sur son site internet, qui est un peu à l'ancienne là, mais qui est en reconstruction, en tout cas, diffuse beaucoup de formations un peu partout en France et un peu en Europe sur tout un tas de savoir-faire autour de la laine. Donc ça peut être des petites formations autour du tissage, de la maille, de tout un tas de choses, mais voilà, ça regroupe vraiment beaucoup de gens. Donc ça peut être aussi un lieu où aller chercher des informations s'il y a besoin. Voilà. Juste, nous, on va mettre en vente la laine, mais sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Donc, je vous invite le 21-22 décembre sur le stand de la Fête des Savoir-Faire devant la basilique de Saint-Denis. Donc, on sera prêt pour vendre de la laine de Seine-Saint-Denis. Non, ce que je voulais dire, c'est surtout, si vous trouvez des formations, justement, intéressez-vous aux formations qui vont vous faire le tri, qui vont vous partir de la toison jusqu'à ce que vous voulez faire. Enfin, et qui parlent aussi des différentes races. C'est hyper important parce que sinon, si vous faites une formation, je ne sais pas, feutrage, et qu'on vous donne toujours cette espèce de produit standardisé, cardé, on va vous mettre, comme la dame disait, des laines rustiques entre les mains. Et là,
ça réagira pas pareil, ça feutrera pas pareil, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous avez appris en formation. Donc c'est hyper intéressant, et je sais que Wiebke à l'époque avait cherché des formations dans ce sens-là, parce qu'elle s'était rendue compte qu'à Olivier de Serres, elle n'avait pas été formée assez sur ces laines rustiques et compagnie. Donc elle avait été repartie en Allemagne. Il se trouve qu'elle est bilingue, donc c'est cool, mais elle n'avait pas trouvé ce qu'elle voulait vraiment en France. Donc intéressez-vous vraiment aux formations où on repart depuis le départ et on remonte jusqu'au produit fini. Donc là, on est vraiment dans un environnement à petite échelle et artisanal. Il y a effectivement beaucoup d'endroits où on peut trouver sur des marchés des événements qui permettent de concentrer des petites productions. Pour ce qui est de l'industrie, donc nous avons chez Made in Town la matériothèque qui rassemble les seuls fils qui sont fabriqués de manière industrielle et donc qui permettent de travailler en plus grande quantité. Quelques marques l'ont démontré déjà cet hiver, puisque vous allez pouvoir, si ce n'est pas seulement le fil qui vous intéresse, mais déjà les produits, vous allez pouvoir trouver chez Le Slip Français, chez Bonne Gueule, De Bonne Facture, Balzac, et quelques autres, des produits qui ont été réalisés à partir des laines françaises suite donc au projet Tricolore que nous avons développé cette dernière année, et qui donc là permettent d'engager de plus grandes quantités et surtout permettent à l'industrie, à la mode, à la décoration également. Nous avons des projets d'hôtels qui sont en train d'être entièrement équipés à partir de laine française. Donc là, on peut enfin atteindre des quantités, et puis surtout on peut mentionner un projet qui est à l'œuvre, qui va se dérouler tout au long de l'année 2020 avec des tests au niveau industriel de transformation de race avec la Fédération nationale ovine et quelques groupements dont les OS, dont vous, Jean-Paul, sur une variété de races. Et donc là encore, en défendant cette biodiversité, même à un niveau industriel, puisqu'on a quand même assez de quantité pour pouvoir les atteindre. Voilà. On prend peut-être une dernière question. J'avais juste plutôt un commentaire, c'était par rapport à la perte du savoir-faire en France de la laine, mais on peut parler aussi d'autres filières comme la broderie ou plein d'autres choses, même la manufacture. Je pense que ça part sur deux choses. D'abord, tout le public qui veut le fast fashion, qui veut leur manteau à 75 € et pas plus. Je comprends, il y a des gens qui ne peuvent pas payer plus, mais il y a plein de gens qui peuvent payer plus. Et deuxièmement, il y a le côté de surtout les grandes marques. Pour qui moi, ma société a travaillé dans la broderie. Dernièrement, on a fait une très grande production pour une grande marque, une belle marque, qui ont cassé les prix, et on fait déjà les broderies en Inde. Et puis, par exemple, la broderie à 40 € pour un sac qui, au final, est à 1500 ou 2000 €. Donc, est-ce que pour tous les gens qui travaillent pour ces grandes marques, est-ce qu'il n'y a pas une vraie prise de conscience qui est nécessaire, ou leurs marges, ils doivent les réduire pour justement faire revenir tout ce savoir-faire en France, parce que c'est hyper important. Et on va voir ce qui s'est passé en Italie, où ils ont perdu tout le tissage à la Chine, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, à méditer, en tout cas, nous avons quand même pas mal de quantité de laine, donc un fier avenir devant nous si on s'y met tous. Voilà. Un grand merci à nos invités, un grand merci à vous tous. Et puis donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux ou bien sur notre site internet, et à vous réinscrire si vous voulez continuer ce marathon. Donc la prochaine étape étant le 12 décembre, autour de la question de la filature, avant d'aborder les colorants naturels en janvier. Et enfin, le tricotage avec Xavier qui est ici, le 6 février. Voilà. Un grand merci à tous.